Imaginez un empire puissant, plus riche que n'importe quel royaume que nous connaissons, régnant sur les mers avec des navires inégalés et des cités étincelantes, puis, en une seule nuit, englouti par l'océan, disparu à jamais. Voilà l'histoire de l'Atlantide. Mais était-ce un lieu réel? Ou simplement un mythe brillant? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de toute l'histoire de l'Atlantide des écrits de Platon jusqu'aux recherches modernes sur le fond des océans. Et avant de mettre les voiles pour ce voyage, j'ai besoin de votre aide. Notre objectif est d'atteindre 1000 likes sur cette vidéo. Atteindre ce cap nous permet de vous proposer encore plus d'histoires épiques comme celle-ci. Alors si vous êtes prêts, appuyez sur ce bouton like et commençons à dévoiler l'ascension et la chute de l'Atlantide. La première mention par Platon, la naissance de la légende de l'Atlantide. Imaginez la scène. Une douce soirée à Athènes, quelque part au IVe siècle avant Jésus-Christ. La ville résonne de débats, ces discussions qui se prolongeaient souvent jusque tard dans la nuit. Au centre de tout cela se trouve Platon, philosophe, maître et conteur. Et au milieu de ces dialogues sur la justice et la cité idéale, il lâche soudain une histoire si étrange, si vive, qu'elle résonne encore des milliers d'années plus tard. C'est la toute première fois que le monde entend parler de l'Atlantide. Platon ne la présente pas comme un mythe. Il en parle dans 2 dialogues, Timée et Critias. Ce n'étaient ni des chroniques historiques, ni des épopées, mais des conversations entre Socrate et ses compagnons. Presque au détour d'une phrase, Platon évoque une puissante civilisation insulaire, 9000 ans avant son époque. Un empire plus vaste que la Libye et l'Asie réunies, situé au-delà des colonnes d'Héraclès, que nous appelons aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Imaginez alors l'un des auditeurs de Platon. Un instant, vous discutez philosophie, et l'instant d'après, vous entendez parler d'une île colossale, avec ses rois, ses canaux et ses flottes, capables de défier Athènes. Cela devait ressembler à une fenêtre ouverte sur un monde oublié, et la question brûlante reste la même. Platon racontait-il de l'histoire, ou bien tissait-il une allégorie? Dans Timée, l'Atlantide apparaît brièvement comme un exemple du bris des hommes devenus arrogants, punis par les dieux. Mais dans Critias, Platon développe richesse immense, temples étincelants, canaux et murailles concentriques recouverts de métaux précieux. Ces détails poussent plus tard les lecteurs à se demander d'où lui venait-il. Platon affirmait ne pas être la source. Selon lui, Solon, le législateur athénien, aurait entendu ce récit de prêtres égyptiens plusieurs siècles plus tôt. Nous y reviendrons. Mais déjà on comprend que Platon présentait l'Atlantide comme une sagesse héritée, presque en défiant son public de se demander « et si tout cela était vrai ?» Pourtant, l'Atlantide n'était pas qu'une cité engloutie. C'était une leçon morale, riche, puissante, avancée mais corrompue et avide. Contre toute attente, la petite Athènes se dressa et vainquit. Puis, en une seule journée et une seule nuit, des tremblements de terre et des inondations engloutirent l'Atlantide sous la mer. Le message de Platon, la grandeur sans vertu mène à la chute. Alors, l'Atlantide, pure métaphore ou souvenir lointain d'événements réels, comme l'éruption de Santorin, Platon laisse planer le doute, et c'est pourquoi on débat encore plus de 2000 ans plus tard. Ce qui fascine, c'est la survie du récit. Des milliers de mythes se sont perdus, mais les textes de Platon ont été copiés et étudiés durant des siècles. Sa réputation a donné l'immortalité à l'Atlantide. Si un poète l'avait écrit, nous n'en aurions sans doute jamais entendu parler. Mais parce que c'était Platon, l'esprit derrière la République et l'allégorie de la caverne, l'histoire a perduré. Et elle est restée vivante, parfois ignorée, parfois contestée, mais jamais oubliée. Des penseurs comme Aristote l'ont remise en doute, et durant de longues périodes, l'Atlantide a disparu des réflexions sérieuses. Mais tout commença là, avec un philosophe qui osa écrire un récit suspendu entre mythe et mémoire.
Quand nous parlons de l'Atlantide, tout commence avec la plume de Platon. Il nous en a donné le premier aperçu, enrichi de détails, et l'a lancé dans l'imaginaire humain. Qu'elle soit histoire, allégorie ou un peu des deux, cette première mention a été l'étincelle. Et comme toute étincelle, il suffisait des bonnes conditions pour enflammer la légende que nous poursuivons encore aujourd'hui. C'est exactement ici, dans la première mention de Platon, que la légende de l'Atlantide est née. L'Ubri et la vertu, le message caché dans le récit de Platon. Imaginez une histoire qui sonne comme un avertissement murmuré à travers les siècles. Un grand empire, comblé de richesses et de génie, devient peu à peu arrogant. Ses dirigeants se croient intouchables, au-dessus des lois des dieux et des hommes. Et puis, d'un seul coup, tout s'effondre, englouti par la mer. Mais si cela vous paraît aussi une leçon de vie que nous répétons sans cesse, alors vous commencez à saisir le message caché que Platon a glissé dans son récit de l'Atlantide. Voyez-vous, Platon ne brodait pas seulement une histoire de cité perdue. C'était d'abord un philosophe, et tout ce qu'il écrivait portait un sens plus profond. Quand il présente l'Atlantide dans Timée et Critias, ce n'est pas pour éblouir ses lecteurs avec des temples étincelants et des canaux concentriques. Non, il veut parler de la nature humaine, de ce qui arrive quand l'orgueil dépasse la sagesse. C'est l'ubri, une arrogance excessive, qui aveugle les individus et souvent les civilisations face au précipice vers lequel ils foncent. Dans le récit de Platon, l'Atlantide commence comme un royaume noble. Ses dirigeants, descendants de Poséidon, vivaient d'abord avec justice et mesure. Ils honoraient les dieux, respectaient l'ordre et bâtirent une société prospère. Mais avec le temps, les Atlantes s'égarèrent. La richesse et le pouvoir faussèrent leur jugement. Ils voulurent l'expansion, la domination, la gloire à tout prix. C'est alors que leur empire fixa son regard sur Athènes, la cité que Platon tenait pour un modèle de vertu et d'équilibre. Là, l'allégorie devient limpide. Athènes, petite face à la puissante Atlantide, tient bon. Avec courage et discipline, les Athéniens repoussent l'invasion. Pour Platon, ce n'était pas seulement de la fierté patriotique. C'était une affirmation, la force d'une cité juste, qui valorise la vertu plutôt que la cupidité, peut surpasser le plus grand des empires corrompus par l'arrogance. Et quand les dieux virent l'Atlantide sombrer dans la corruption, ils n'hésitèrent pas. Séisme, inondation, puis le silence. Un monde avalé tout entier. Si l'on y pense, il ne s'agit pas seulement d'une île légendaire. Il s'agit de toutes les puissances de l'histoire. De la décadence de Rome aux hauts et bas des royaumes du monde, le schéma se répète. Quand les sociétés troquent la vertu contre le pouvoir, leur fin est écrite. Voilà ce qui rend le récit de Platon intemporel. La question n'est pas « Et si l'Atlantide avait existé ?» mais « Et si l'Atlantide était un miroir nous montrant ce que nous pourrions devenir si nous n'y prenons pas garde ?» Rappelez-vous, plus tôt, nous avons parlé de la première mention de l'Atlantide par Platon. Dès ce stade, cela ressemblait déjà à plus qu'une histoire. Mais ici, en se concentrant sur le cœur moral, on comprend pourquoi la légende a survécu. On peut oublier une simple histoire de cité engloutie, mais on n'oublie pas une leçon sur l'orgueil humain et la chute. C'est pourquoi des philosophes ultérieurs, même des sceptiques comme Aristote, ont continué d'en débattre. Ils voyaient le message, même s'ils doutaient de la géographie, et on comprend facilement pourquoi Platon l'a construit ainsi. Ils vivaient dans un monde où Athènes elle-même avait connu l'ascension, la chute et les luttes. Il savait ce que l'ambition sans frein pouvait faire. Alors il a emballé cet avertissement dans le récit de l'Atlantide. Pensez à une parabole, assez captivante pour attirer l'attention, assez profonde pour susciter la réflexion. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, on la lit en y voyant un écho à nos vies, notre politique, nos ambitions, même nos choix personnels. Qui n'a jamais poursuivi quelque chose au point d'oublier l'essentiel pour voir tout se défaire? Bien sûr, cette dimension morale n'empêche pas les gens de courir après le mystère. Plus tard,
conteurs et explorateurs se sont passionnés pour le où de l'Atlantide au-delà des colonnes d'Héraclès, dans le Nouveau Monde ou sous la mer près de Santorin. Nous y reviendrons. Mais tandis que cartes et sonars tentent de la localiser, l'avertissement de Platon sur l'Ubrie est toujours là, à découvert. C'est presque ironique. Les Atlantes se croyaient immortels, leur grandeur indestructible. Et pourtant, si nous prononçons encore leur nom, c'est parce que Platon a fait de leur chute une leçon. Ils survivent, mais pas comme il l'aurait voulu, non comme conquérants, mais comme mis en garde. Et, d'une certaine manière, ils sont peu être plus réels, ainsi que si des archéologues retrouvaient leurs ruines demain. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler de l'Atlantide, n'imaginez pas seulement des temples de marbre brillant au soleil ou une cité disparaissant sous les vagues. Pensez à la leçon que Platon voulait que ses élèves et nous retiennent. Que la vertu dure plus que la puissance. Que l'orgueil nous rend aveugles au danger. Et que, si grand que nous nous croyons, la mer du temps peut nous engloutir en une seule journée et une seule nuit. L'Atlantide, au fond, n'était pas qu'une cité. C'était un miroir tendu à l'humanité reflétant nos plus hautes vertus et notre plus sombre arrogance. Et c'est peu être cela, la vraie légende que Platon a laissée. La catastrophe soudaine. L'Atlantide sombre sous les vagues, fermez les yeux un instant et imaginez. Un empire à l'apogée de sa gloire, avec des palais de pierre brillantes, des canaux grouillants d'échanges et des rois convaincus que leur pouvoir durerait toujours. Et puis soudain la terre tremble, la mer monte, et en une seule journée et une seule nuit de terreur, tout disparaît. C'est le moment que Platon décrit. L'Atlantide, engloutie par l'océan dans une catastrophe si rapide qu'elle ne laisse ni survivants, ni ruines, ni seconde chance. Le récit de Platon dans le dialogue Critias est glaçant par sa simplicité. Il raconte que l'Atlantide, après avoir fait la guerre à Athènes et échoué, fut punie par les dieux. Un peuple autrefois noble était devenu cupide et corrompu, et l'ordre divin ne pouvait plus tolérer une telle arrogance. Alors vint la sanction, des tremblements de terre et des inondations d'une force inimaginable. À la fin de cette unique nuit, l'immense empire insulaire avait disparu sous les flots, ne laissant qu'un banc de vases rendant la mer impraticable. Difficile de ne pas frissonner devant cette image. Une civilisation entière, effacée en un clin d'œil. Mais que voulait vraiment nous dire Platon? Était-ce seulement une leçon morale contre l'Ubrie, ou faisait-il écho à la mémoire de vraies catastrophes ayant frappé l'Antiquité? Songez-y, partout dans le monde, des récits parlent de déluges soudains et de terres perdues. Les Mésopotamiens évoquent un grand déluge. En Inde, des légendes racontent des terres avalées par l'océan. Même la Bible parle d'une inondation catastrophique. L'Atlantide pourrait-elle appartenir à cette même mémoire, une façon symbolique d'expliquer l'inexplicable? Certains historiens soutiennent que la description de Platon correspond à de vrais phénomènes géologiques. Séismes et éruptions volcaniques n'étaient pas rares en Méditerranée. Rappelez-vous l'éruption de Santorin dont nous parlerons plus tard. Ce désastre, survenu vers le 2e millénaire avant Jésus-Christ, a frappé la civilisation minoenne et pour certains, il aurait inspiré des éléments du mythe de l'Atlantide. Si une puissante culture insulaire a vraiment été détruite en une nuit par une catastrophe naturelle, on comprend comment les récits des survivants ont pu devenir légendaires. Mais l'Atlantide ne fut pas seulement détruite, elle fut effacée. Platon insiste. Il ne resta aucune trace. C'est ce qui rend la catastrophe si troublante. La plupart des civilisations laissent des ruines, des ossements, des fragments de mémoire. Ici, rien que le silence. Pendant des siècles, ce silence a nourri les spéculations. Si l'Atlantide a coulé, pourrait-elle encore reposer au fond de l'océan? Ou bien Platon, athée, il grossit le trait pour marteler sa leçon. Une chose est claire. Dans le récit de Platon,
La catastrophe n'est pas un hasard, c'est un jugement divin. Il oppose la chute de l'Atlantide à la vertu d'Athènes. Tandis qu'Athènes restait humble et juste, l'Atlantide succomba à l'orgueil et à l'excès. Le désastre n'était donc pas qu'un fait naturel, c'était une leçon cosmique. Les civilisations, si puissantes soient-elles, ne sont jamais à l'abri de l'effondrement si elles perdent leur boussole morale. Ce thème traverse l'histoire, de la décadence de Rome aux avertissements que nous reconnaissons dans notre monde moderne. Bien sûr, des sceptiques comme Aristote n'étaient pas convaincus. Il a rejeté l'histoire comme une fable, estimant que Platon l'avait inventée comme allégorie. Mais même si c'était le cas, la catastrophe nous touche parce qu'elle reflète une peur profondément humaine, tout perdre en un instant. Inondations, séismes, incendies, l'histoire humaine est ponctuée de désastres soudains qui rebattent les cartes. Platon a sans doute su capter cette crainte fondamentale et lui a donné une scène grandiose. Et n'oublions pas l'attrait du mystère. Si l'Atlantide a vraiment disparu si complètement, pourrait-il rester des vestiges cachés sous la mer? Cette question a nourri des expéditions depuis les rêveurs de la Renaissance jusqu'au balayage au sonar moderne. Chaque fois qu'on découvre une formation rocheuse étrange sous l'eau des Açores à la route de Bimini, on ne peut s'empêcher de se demander: est-ce l'empreinte de la catastrophe décrite par Platon? Nous reviendrons à ces recherches modernes plus tard, mais tout commence ici, avec cette nuit de destruction. En repensant à Solon et aux prêtres égyptiens, souvenez-vous, ils présentaient ce récit comme conservé dans des archives anciennes. Pour eux, la destruction soudaine prouvait de la façon la plus spectaculaire qu'aucun pouvoir, même immense, ne peut défier le destin. Et quand les penseurs de la Renaissance ont réinventé l'Atlantide, ils se sont accrochés à l'idée d'un paradis perdu en une nuit, car rien ne captive autant l'imagination qu'une tragédie qui n'épargne personne. Mythe, mémoire ou métaphore, la catastrophe soudaine est le cœur de la légende de l'Atlantide. C'est l'image qui nous hante, des tours qui s'écroulent, des vagues qui déferlent, des cris pendant que la mer avale un monde. Et c'est peu être pour cela que l'histoire perdure. Car derrière la légende se cache une vérité que nous sentons, toutes les civilisations s'élèvent, mais elles peuvent aussi tomber. Et parfois, il ne faut qu'une nuit de terreur pour que l'océan prenne tout. Le mystère Minon. L'éruption de Santorin est un désastre bien réel. Imaginez, un matin d'été dans la mer Égée, vers le milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Des pêcheurs prennent la mer, des marchands chargent leurs navires, des familles vaquent dans le monde minou en plein essor. Et puis la terre tremble, le ciel s'obscurcit. L'île de Terra, que nous appelons aujourd'hui Santorin, explose avec une violence telle qu'elle change le cours de l'histoire. Ce n'était pas qu'une éruption, c'était l'une des plus puissantes catastrophes volcaniques de l'Antiquité. Et pour beaucoup aujourd'hui, c'est l'événement réel qui ressemble le plus à une explication de la légende de l'Atlantide. Les Minoens n'étaient pas une petite culture villageoise. Civilisation florissante de l'âge du bronze centrée sur la Crète, maîtres du commerce et de la navigation, célèbres pour leurs palais comme Knossos et pour un art vibrant de dauphins, de lys et d'athlètes sauteurs de taureaux. Leurs navires sillonnaient la Méditerranée, de l'Égypte au Proche-Orient. Au moment de l'éruption, les Minoens étaient à leur apogée. Tout a changé en quelques jours. Quand Terra a explosé, ce fut cataclysmique. Imaginez une montagne qui se déchire, projetant cendres et ponce à 30 km d'altitude. L'explosion a créé une caldeira, un vaste cratère, où le cœur de l'île s'est effondré dans la mer. Des tsunamis ont traversé l'Égée, fracassant les établissements côtiers. Des nuées de cendres ont roulé sur la région, empoisonnant les terres, occultant le soleil et ruinant les récoltes. Ce n'était pas une simple éruption. Pour les Minoens, c'était une apocalypse. Et voici le lien avec l'Atlantide. Platon décrit une puissance insulaire riche, fière et dominante, soudain avalée par la mer en une seule journée et une seule nuit. N'est-ce pas étrangement proche de ce qui s'est produit à Terra?
une culture avancée, étroitement liée à la mer, abattue par la fureur de la nature. Pour de nombreux chercheurs, les parallèles sont trop frappants pour être ignorés. Voilà pourquoi l'éruption minoenne est souvent citée comme la source réelle, la plus convaincante derrière l'histoire de l'Atlantide. Reste que la chronologie complique tout. L'éruption de Terra est datée entre le XVIe et le XVe siècle avant Jésus-Christ, tandis que Platon situe l'Atlantide 9000 ans avant Solon, ce qui la repousserait beaucoup trop loin. Bien sûr, ce chiffre a pu être mal transmis, les prêtres égyptiens pouvaient vouloir dire 900 ans. Dans ce cas, la chronologie commencerait à coller. Solon aurait alors pu entendre l'écho d'un désastre dont les Grecs avaient gardé une mémoire floue, transmise depuis leur contact plus ancien avec les Minoennes. Voyez cela ainsi. Les traditions orales exagèrent, étirent et se transforment au fil du temps. Une éruption réelle peut devenir, dans le récit, une île avalée par la mer. Au fil des siècles, les détails se brouillent, des rois deviennent descendants des dieux, des cités grandissent à mesure qu'on les raconte. Quand Platon a couché tout cela par écrit, le souvenir de Santorin avait peu être déjà pris la forme d'un mythe. Il y a aussi l'angle culturel. Les Minoennes, à la différence de puissances plus belliqueuses, prospéraient par le commerce, la beauté et la navigation. Leur effondrement soudain a laissé un vide en Méditerranée. La Crète s'est affaiblie et d'autres puissances, comme les Mycéniens, ont pris le relais. L'histoire d'un peuple de la mer, jadis grandiose et tombé en ruine, a pu survivre comme un récit d'avertissement exactement le cadre que Platon donna à l'Atlantide. Cela dit, des différences demeurent. Il évoque une bataille contre Athènes, alors qu'Athènes, à l'âge du bronze, n'était guère plus qu'un petit établissement, pas vraiment le rival capable d'abattre un grand empire. Ces décalages rappellent que, même si Platon s'est inspiré d'événements réels, il les a remodelés en drame moral. Et pourtant, la vérité émotionnelle demeure. Debout à Santorin aujourd'hui, face aux falaises déchiquetées de la caldeira, on ressent presque le poids de l'éruption. À Akrotiri, une ville minoenne conservée sous la cendre comme une Pompéi de l'âge du bronze, les archéologues dégagent fresques, poteries et rues figées dans le temps. Les parcourir, c'est marcher dans un monde interrompu net. On n'y a trouvé aucun corps signe que les habitants ont peu être fuis avant la dernière explosion, mais leur monde, lui, ne s'est jamais relevé. Alors, l'éruption minoenne est-elle là, vraie Atlantide? Peut être pas. Mais il est difficile de nier à quel point le récit concorde. Une société insulaire florissante, fière et riche, brisée par un désastre, laissant derrière elle des ruines et un souvenir. Même si l'Atlantide n'a jamais existé, Santorin nous offre un exemple terriblement réel de la fragilité des civilisations. Et c'est le fil rouge de toute la saga atlante. Mythe ou histoire, qu'on regarde les Minoans, les Açores ou des îles imaginaires, au-delà des colonnes d'Héraclès, le récit revient toujours à la même leçon. La grandeur n'est jamais garantie. L'ubris, la nature ou le destin peuvent tout balayer en un instant. C'est ce qui fait durer l'Atlantide et le mystère minoen. La pseudo-archéologie s'emballe. Des Açores à l'Antarctique, c'était presque inévitable. Lorsqu'une histoire aussi mystérieuse que celle de l'Atlantide est revenue sur le devant de la scène, on n'a pas résisté à combler les vides par l'imagination. Au XIXe et XXe siècle, la légende ne se limita plus à l'île de Platon. Elle enfla jusqu'à devenir un jeu de pistes planétaires, avec des théories éparpillées sur toute la carte. L'Atlantide n'était plus seulement au-delà des colonnes d'Héraclès, comme Platon l'a dit. D'un coup, elle se trouvait aux Açores, ou sous le désert du Sahara, ou, selon certains, gelée sous les calottes de l'Antarctique. Cette flambée d'idées, les historiens l'appellent la pseudo-archéologie des affirmations grandioses déguisées en science, mais sans preuves solides.
On comprend pourquoi cela a pris. Le monde vivait de grandes découvertes. On avait mis au jour des cités perdues comme Troie et Pompéi. On déchiffrait des écritures anciennes. Si ces lieux oubliés pouvaient passer du mythe à la réalité, pourquoi pas l'Atlantide? La tentation était trop forte. Prenez les Açores, par exemple, un chapelet d'îles dans l'Atlantique. Pour de nombreux premiers explorateurs, elles semblaient des candidates idéales, éloignées, mystérieuses, parsemées de formations rocheuses inhabituelles. Certains soutenaient qu'il s'agissait des sommets montagneux de l'Atlantide, restés émergés après l'engloutissement du reste. Aujourd'hui encore, des passionnés y croient, pointant des reliefs sous-marins qu'ils prennent pour des murs antiques. Mais la science montre qu'il s'agit de structures volcaniques naturelles, et non de ruines humaines. Puis vint le Sahara. Imaginez des explorateurs face à l'étendue désertique et découvrant l'œil du Sahara, une immense formation circulaire visible depuis l'espace. Pour certains, elle ressemblait étrangement aux anneaux concentriques de terre et d'eau décrits par Platon. Peu importe qu'il s'agisse d'une formation géologique naturelle, appelée la structure du Richat, la ressemblance suffit à déclencher des décennies d'hypothèses atlantes. On a comblé les lacunes avec des récits de fleuves luxuriants et de terres fertiles, prétendument engloutis avant que le désert n'avale tout. Et puis l'Antarctique peut être l'affirmation la plus spectaculaire. Au milieu du XXe siècle, une théorie a circulé. Sous la glace se trouveraient les ruines de l'Atlantide, conservées comme dans une capsule temporelle. Certains ont même brandi de vieilles cartes, comme la célèbre carte de Piri Reis du XVIe siècle, affirmant qu'elle montrait l'Antarctique avant son englacement. Pour les croyants, c'était la preuve d'une civilisation avancée. Problème: les carottes de glace montrent que l'Antarctique est gelée depuis des millions d'années, bien trop longtemps pour l'Atlantide de Platon. La théorie a pourtant captivé, mêlant mystère et attrait de l'inconnu. Ces affirmations n'étaient pas de simples curiosités académiques. Elles venaient souvent avec des histoires encore plus extravagantes, des atlantes astronautes antiques, dotés de technologies si avancées qu'elles semblaient magiques, des atlantes à l'origine de toutes les grandes inventions humaines, des pyramides à l'astronomie. Plus les thèses s'éloignaient des preuves, plus elles devenaient grandioses, et les gens adoraient cela. L'idée qu'une super-civilisation perdue nous est tout léguée est grisante, même si l'histoire montre que les humains savent très bien faire preuve de génie par eux-mêmes. Ce qui rend la pseudo-archéologie si puissante, c'est qu'elle joue sur de vraies émotions. Nous voulons des mystères. Nous aimons des liens qui traversent le temps et l'espace. Voilà pourquoi des théories atlantes surgissent aussi bien dans les Caraïbes qu'en Scandinavie, ou dans les profondeurs du Pacifique. Chaque nouvelle hypothèse ressemble à une pièce de puzzle, même si, au fond, les pièces ne s'assemblent jamais. Bien sûr, les archéologues et scientifiques sérieux répliquent fermement. Ils invoquent la géologie, la datation au radiocarbone, et des fouilles bien réelles qui ne montrent aucune trace d'un empire atlante. Mais, d'une certaine manière, le déboulonnage importe peu. Le mythe prospère justement parce qu'il vit hors des limites de la preuve stricte. Il autorise à rêver. Plus tard, quand nous parlerons de la route de Bimini ou des expéditions modernes des fonds marins, vous verrez comment des découvertes ponctuelles ont déclenché des vagues d'enthousiasme pseudo-archéologique. Mais cette période, quand les hypothèses s'étendaient des Açores à l'Antarctique, a marqué le moment où l'Atlantide est devenue véritablement mondiale. Elle n'était plus seulement liée aux mots de Platon, elle était devenue une toile offerte à l'imagination humaine, repeinte sans cesse de nouvelles couleurs. Et c'est peu être pour cela que l'histoire de l'Atlantide dure encore. Car, au fond, il ne s'agit pas seulement d'une cité engloutie. Il s'agit de nous, de notre fin de mystère, de notre envie de poursuivre l'émerveillement jusque là où les faits ne peuvent pas toujours suivre. Des îles volcaniques au continent glacé, l'Atlantide est devenue partout et nulle part à la fois, vivant non pas dans des ruines de pierre, mais dans les histoires que nous continuons de raconter.
La route de Bimini, roches, mythes et contresens. Imaginez nager dans les eaux cristallines des Bahamas et apercevoir soudain ce qui ressemble à une ancienne chaussée s'étendant sous les vagues. Des blocs parfaitement alignés, côte à côte, comme une route menant vers un lieu mystérieux. C'est la première impression qu'ont eue de nombreux plongeurs en tombant sur ce que nous appelons aujourd'hui la route de Bimini. Et il n'est pas surprenant que leur esprit ait filé tout droit vers l'Atlantide. Après tout, quel meilleur décor pour une civilisation perdue qu'un chemin englouti au beau milieu de l'océan. L'histoire commence dans les années 1960, quand des plongeurs explorant les eaux peu profondes au large de l'île de Bimini ont découvert une étrange disposition de blocs de pierre massifs. Ce n'étaient pas de petits cailloux disposés au hasard. C'étaient de grandes dalles plates et rectangulaires, certaines atteignant jusqu'à 13 pieds, disposées selon un motif qui paraissait beaucoup trop ordonné pour être naturel. La nouvelle s'est répandue rapidement, et presque aussitôt, les chasseurs d'Atlantide s'y sont engouffrés. Avaient-ils enfin trouvé les ruines évoquées par Platon? Cette route était-elle le dernier fragment survivant d'une civilisation engloutie? À ce mystère s'ajoutait une prophétie formulée quelques années plus tôt par Edgar Cayce, un médium célèbre. Il avait annoncé que des vestiges de l'Atlantide réapparaîtraient près de Bimini dans les années 1960. Alors, quand des plongeurs ont découvert cette formation sous-marine pile au bon moment, les croyants ont été électrisés. Cela semblait trop parfait pour être une coïncidence. Les journaux s'en sont emparés, les explorateurs se sont précipités, et la route de Bimini est devenue l'une des découvertes les plus médiatisées de la saga moderne de l'Atlantide. Mais l'enthousiasme ne fait pas preuve. Les scientifiques ont vite regardé de plus près. Des géologues marins ont étudié le site, et leurs conclusions étaient bien moins romanesques. Ce qui ressemblait à des blocs taillés avec soin serait en réalité le produit de processus naturels. Les pierres seraient du beach rock, un type de calcaire littoral qui se fracture naturellement en forme rectangulaire sous l'effet de l'érosion et des marées. Avec le temps, ces cassures donnent l'illusion de dalles posées par la main de l'homme. Autrement dit, la nature aurait, par accident, construit ce qui ressemble à une antique route. L'image pourtant restait irrésistible. Les plongeurs la survolaient avec émerveillement. Des auteurs y voyaient un mur de port, ou même les fondations d'un immense temple. Pour les passionnés d'Atlantide, l'explication géologique ressemblait à un coup de balai sur la magie. Ils répliquaient: comment la nature aurait-elle pu créer quelque chose d'aussi droit, d'aussi uniforme, et, par une coïncidence troublante, justement aux Bahamas, là où les légendes situaient l'Atlantide? Le débat est devenu un de ces face-à-face classiques entre science et mythe. D'un côté, les chercheurs affirmaient que les preuves étaient claires, l'érosion et la géologie avaient créé l'illusion. De l'autre, les croyants mettaient en avant l'alignement des blocs, l'ampleur de la formation et la prophétie qui semblait en prévoir la découverte. La vérité, c'est que les deux camps entretenaient l'intérêt du public. Les sceptiques avaient leur science, mais les rêveurs avaient leur mystère. Ce qui est frappant, c'est que la route de Bimini est devenue plus qu'un amas de roches sous l'eau. Elle s'est muée en symbole de l'imagination humaine. On voulait y voir l'Atlantide parce qu'elle semblait ouvrir une porte vers une histoire plus vaste. Pour les croyants, c'était la preuve que les mots de Platon n'étaient pas que de la philosophie. Et même si les scientifiques ont apporté une explication, l'attrait n'a pas faibli. À vrai dire, chaque photo de plongée, chaque vidéo sous-marine granuleuse ajoutait encore du combustible à la légende. Ce n'était pas la première fois que des formations naturelles nous trompaient, et ce ne serait pas la dernière. Souvenez-vous, nous verrons plus tard comment des relevés sonars et des scans du fond marin ont révélé toutes sortes de motifs étranges qui ont ravivé les rumeurs d'Atlantide. Mais la route de Bimini se distinguait parce qu'elle était tangible. N'importe qui pouvait plonger, la voir de ses yeux, toucher les blocs
et se demander s'il marchait vraiment dans les pas d'un empire disparu. Dans la grande histoire de l'Atlantide, la route de Bimini montre que les mythes survivent moins par la preuve que par la possibilité. Même quand l'évidence dit « c'est naturel », notre esprit chuchote « et si ça ne l'était pas ?» Ce « et si » maintient l'Atlantide en vie depuis plus de 2000 ans. En regardant ces pierres aux Bahamas, beaucoup ont construit par l'imagination des palais, des ports et des villes entières. Alors, la route de Bimini faisait-elle vraiment partie de l'Atlantide? La science dit non. Mais, comme souvent dans la saga Atlante, ce n'est pas la vérité qui nous captive. C'est le mystère. Ce sentiment que juste sous la surface de ce que nous savons se cache une histoire prête à être redécouverte. Et, en ce sens, la route de Bimini, œuvre humaine ou naturelle, accomplit exactement ce que les mythes sont faits pour faire. Nous laisser songeurs. Pourquoi nous voulons que l'Atlantide soit réelle? Fascination humaine expliquée, soyons honnêtes, une partie de vous veut que l'Atlantide existe. Peut être pas comme un empire immense avec des temples d'or et des troupeaux d'éléphants, mais comme une vérité cachée, encore enfouie sous les vagues. Pourquoi? Parce que l'idée de l'Atlantide ne fait pas qu'éveiller notre curiosité, elle parle à quelque chose de plus profond en nous. Si l'histoire a traversé plus de 2000 ans, ce n'est pas grâce aux preuves, mais grâce au désir. Nous ne faisons pas que nous demander si elle est réelle. Nous voulons qu'elle le soit. Pensez à ce que promet l'Atlantide. Une civilisation perdue, plus avancée que ses voisines, anéantie en un seul jour. C'est un mélange de gloire et de tragédie, de sagesse et de chute. Cette combinaison nous a toujours fascinés. D'un côté, c'est le rêve de la découverte, l'idée que le monde cache encore de grands secrets. De l'autre, c'est un avertissement sur l'orgueil, la démesure et la puissance de la nature à nous rappeler nos limites. Cela touche autant notre imagination que nos peurs. Il y a aussi quelque chose d'irrésistible dans l'idée d'un savoir caché. L'Atlantide, c'est la chasse au trésor ultime. Imaginez plonger dans l'océan et tomber sur les ruines d'une cité oubliée, preuve que l'histoire est plus vaste, plus étrange et plus mystérieuse qu'on ne l'imaginait. Cela réveille en nous ce besoin de merveilleux. Quand la vie semble toute tracée, quand les satellites ont photographié chaque recoin de la Terre, l'Atlantide murmure. Tout n'a pas encore été trouvé. Et n'oublions pas que l'Atlantide représente aussi un espoir. Pendant des siècles, on l'a associé au rêve d'un monde meilleur, plus sage, plus riche, plus avancé. Certains écrivains imaginaient les Atlantes comme des gardiens de technologies oubliées, de connaissances secrètes capables de tout changer si on les retrouvait. Cette idée revient sans cesse dans la culture populaire, des romans aux films, où l'Atlantide n'est plus une ruine engloutie, mais un phare du potentiel humain. Même si Platon voulait en faire un avertissement, nous en avons fait un rêve. En même temps, l'Atlantide touche à quelque chose de plus intime, la peur de la perte. Les civilisations s'élèvent et s'effondrent. Rome est tombée. Les cités mayas ont été abandonnées. Pompéi a été ensevelie sous les cendres. Nous l'avons vu. Alors quand Platon décrit un empire englouti par la mer, cela sonne à la fois mythique et familier. Cela nous force à nous demander, et si cela nous arrivait aussi, et si nos gratte-ciel, nos avions et notre technologie disparaissaient, ne laissant que des ruines et des récits pour intriguer d'autres? Cette pensée est terrifiante, mais étrangement captivante. Voilà pourquoi même les sceptiques ne peuvent se détacher de l'Atlantide. Rappelez-vous Aristote, qui avait balayé l'histoire d'un revers de main. Son doute n'a pas empêché les gens de continuer à en parler, à spéculer, à imaginer. Au contraire, ce doute a presque renforcé la légende, transformant l'Atlantide en énigme sans solution claire. Et les humains adorent les énigmes. Nous avons besoin de mystères, parce qu'ils gardent notre esprit en éveil. Une partie de la fascination vient aussi de la capacité du récit à s'adapter. Chaque époque a remodelé l'Atlantide selon ses rêves. À la Renaissance, on l'a lié au Nouveau Monde. Au XXe siècle,
Des pseudo-archéologues l'ont associée à la route de Bimini ou à l'Antarctique. Dans la culture pop moderne, elle est devenue un royaume de science-fiction, la base d'un super-héros, un terrain de jeu pour théories du complot. L'Atlantide se plie, se transforme, reflétant toujours nos espoirs et nos peurs du moment. C'est pour cela qu'elle ne disparaît jamais. Mais peut être que la raison la plus profonde pour laquelle nous voulons que l'Atlantide soit réelle, c'est qu'elle nous fait nous sentir reliés à quelque chose de plus grand. Si un tel lieu a existé, cela signifie que l'histoire humaine n'est pas une ligne droite, mais une toile pleine de chapitres oubliés. Cela veut dire que nous ne sommes pas seulement le sommet du progrès, mais une partie d'un cycle où la grandeur peut surgir, s'effondrer et peut être renaître. Cette idée est à la fois humble et exaltante. Réfléchissez. L'Atlantide n'a pas besoin d'exister pour que son sens importe. Qu'il s'agisse de l'éruption de Santorin, d'un souvenir déformé des Minoennes ou simplement de l'imagination de Platon, l'histoire a survécu parce qu'elle nous reflète. Notre curiosité, notre orgueil, notre peur de l'effondrement, notre espoir d'un au-delà. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, documentaires, romans et conversations nocturnes tournent toujours autour d'elle. Nous voulons l'Atlantide non seulement parce que nous aimons le mystère, mais parce qu'elle nous dit quelque chose sur nous-mêmes, que nous aspirons à la découverte, que nous luttons contre nos propres limites, qu'au fond, nous nous demandons si nous aussi pourrions disparaître ne laissant derrière nous que des mythes. L'Atlantide est plus qu'une cité perdue, c'est un miroir, et peut être que c'est pour cela que, même quand les archéologues nous rappellent qu'il n'y a aucune preuve, nous continuons d'espérer que les vagues la cachent encore. Parce que la vérité, c'est que l'Atlantide a toujours été moins une affaire de fond marin qu'une affaire de cœur humain. Solon et les prêtres égyptiens. La source supposée de l'histoire, imaginez cela, un homme d'État grec, lassé de la politique et des lois, part en quête de sagesse. Son nom est Solon, l'un des législateurs les plus respectés d'Athènes. Et nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est là que le récit de l'Atlantide prend un tournant. Selon Platon, Solon aurait entendu cette histoire non pas en Grèce, mais en Égypte, murmurée par des prêtres qui disaient garder la mémoire la plus ancienne de l'humanité. Imaginez Solon entrant dans le temple de Saïs, dans le delta du Nil. Les prêtres égyptiens conservaient des archives qui remontaient à des milliers d'années. Pour les Grecs, l'Égypte semblait hors du temps. Quand Solon demanda les récits les plus anciens de l'humanité, les prêtres lui répondirent par une histoire. Celle d'un empire puissant qui avait voulu dominer le monde connu, un empire appelé Atlantide. Il disait qu'il se trouvait au-delà des colonnes d'Héraclès, c'est-à-dire au détroit de Gibraltar, plus vaste que la Libye et l'Asie réunies, avec des rois régnant sur des îles et des côtes atlantiques. Ils donnèrent des détails, des noms, des batailles, des lieux. Selon eux, l'Atlantide avait défié Athènes dans une grande guerre, bien avant que la cité de Solon ne brille. Leurs archives, affirmait-il, remontaient à 9000 ans, à l'époque où cette guerre oubliée avait bouleversé le monde. 9000 ans, impossible, et pourtant étrangement crédible. Les Égyptiens possédaient des monuments et des inscriptions déjà anciens pour les Grecs. Mais ce chiffre projetait l'Atlantide dans une préhistoire très lointaine, bien avant les civilisations connues. Ce détail alimentait déjà le débat à l'époque de Platon. La tradition veut que Solon ait rapporté l'histoire en Grèce, espérant l'intégrer à une épopée comme Homère avait immortalisé Troie. Mais la vie, la politique et l'âge s'en mêlèrent. Il ne l'acheva jamais. L'histoire resta sous forme de notes, de fragments, peut être des lignes sur papyrus. Ces morceaux parvinrent à Platon 2 siècles plus tard et devinrent la graine de Timée et Critias, où l'Atlantide fut gravée dans l'imaginaire. Solon entendit-il vraiment cela en Égypte, où Platon inventa une sage origine pour donner du poids à son allégorie?
Relier un mythe à l'Antiquité égyptienne lui conférait une crédibilité immédiate. Platon n'écrivait pas de l'histoire au sens moderne. Ses dialogues étaient des explorations philosophiques. En plaçant Solon au centre, il ancrait le récit dans une figure respectée par les Grecs. Certains chercheurs pensent que les prêtres parlaient symboliquement, ou que Solon se trompa dans les nombres. Peut être que 9000 ans signifiait 900, plus proche de l'âge du bronze. D'autres disent que les prêtres égyptiens avaient leur propre mythe de déluge et de royaume disparu que Solon aurait adapté dans un style grec. Quoi qu'il en soit, la rencontre à Saïs reste le point de départ supposé de la tradition de l'Atlantide. La sagesse égyptienne a souvent servi à légitimer les idées grecques. D'Hérodote à Pythagore, de nombreux penseurs avaient voyagé en Égypte pour y puiser des connaissances. Aux yeux des Grecs, l'Égypte représentait la continuité, une civilisation qui avait survécu quand d'autres tombaient. Il est donc logique qu'un empire disparu comme l'Atlantide soit révélé par des prêtres égyptiens. La première mention de Platon s'appuie sur cette transmission par Solon. Sans le voyage égyptien de Solon, il n'y aurait peu être jamais eu de légende de l'Atlantide. Des siècles plus tard, les explorateurs de la Renaissance, cherchant à placer l'Atlantide sur une carte, revinrent à cette origine et se demandèrent si les archives égyptiennes n'avaient pas conservé l'écho d'un désastre préhistorique. Nous sommes donc face à une histoire qui parle autant de mémoire culturelle que d'une île perdue. Solon est le pont, un Grec en quête de savoir qui rapporta à Athènes les murmures de l'Égypte, qu'il ait préservé de l'histoire, mal compris un mythe ou servi de ressort littéraire à Platon, son rôle est l'étincelle. De cette étincelle est née une légende dont nous suivons encore la trace, des chuchotements des temples à l'énigme historique. Au-delà des colonnes d'Héraclès, située l'Atlantide, imaginez-vous au bord du monde antique, face à l'horizon infini de l'océan. Pour les Grecs, ce point, c'était les colonnes d'Héraclès, le détroit de Gibraltar, une frontière, une porte vers l'inconnu. Au-delà régnait le mystère, le danger et, selon Platon, le puissant royaume de l'Atlantide. Cette simple expression, au-delà des colonnes d'Héraclès, a nourri des siècles de spéculation, lançant explorateurs, érudits et rêveurs à la poursuite d'une terre engloutie. Quand Platon mentionne l'Atlantide, dans Timée et Critias, il choisit son emplacement avec soin. En la plaçant au-delà des colonnes, il l'installe hors du monde méditerranéen familier. Pour les Grecs, la Méditerranée était la maison. Au-delà de Gibraltar, tout paraissait exotique et inquiétant. Y situer l'Atlantide, c'était la rendre immense, puissante et autre, accentuant le drame de son affrontement avec Athènes. Les mots de Platon comptent. Il disait que l'Atlantide se trouvait en face du détroit, dans un grand océan entourant toutes les terres. Cela désigne l'Atlantique, déjà perçu comme infini. Mais parlait-il littéralement d'une île dans l'Atlantique, ou bien métaphoriquement? Plus tard, on pensa aux Açores, aux Canaries, à Madère. Certains allèrent jusqu'à évoquer les Amériques, idée relancée à l'époque de Christophe Colomb. Les colonnes n'étaient pas de simples rochers, elles étaient des symboles. Héraclès avait fixé des limites à l'extrémité du monde. Dire que l'Atlantide se trouvait au-delà, c'était la placer dans un univers de merveilles, comme dire aujourd'hui « au-delà des étoiles ». Et pourtant, les érudits ont cherché à l'ancrer dans une géographie réelle. Platon s'inspirait-il de rumeurs d'îles occidentales ou de terres volcaniques comme les Canaries? Les prêtres égyptiens, qui auraient transmis l'histoire à Solon, étaient des cartographes expérimentés. S'ils parlaient d'une grande île au-delà de Gibraltar, peut-être connaissaient-ils réellement des terres plus lointaines. Mais après tant de siècles, mémoire et mythe se confondent. Au fil du temps, l'expression devint une boussole. Les explorateurs de la Renaissance, naviguant vers l'ouest, imaginaient souvent retracer la route de l'Atlantide. Elle alimenta aussi les théories reliant les Amériques
à des civilisations perdues. Mais pour Platon, il s'agissait moins d'exploration que de mise en scène. Athènes, petite mais vertueuse, face à un empire immense de l'autre côté de la mer. Certains géologues soutiennent que l'Atlantide s'inspirait en réalité des Minoens et de l'éruption de Santorin, donc dans l'Égée, pas dans l'Atlantique. Mais Platon insistait. Elle se trouvait au dehors, dans le grand océan. Cette tension entre ces mots et les interprétations possibles entretient encore le débat. Il existe aussi une lecture symbolique. Au-delà des colonnes pouvait signifier un monde hors de l'ordre établi, reflétant l'ambition démesurée de l'Atlantide. Cela s'accorde parfaitement au message moral de Platon. L'ubris mène à la chute. Ainsi, les colonnes d'Héraclès marquent la frontière entre mythe et réalité. Pour les Grecs, elles représentaient la fin de leur monde. Pour nous, elles sont devenues le point de départ d'une chasse au trésor à travers cartes et océans. L'expression nous pousse vers l'inconnu, vers les possibles, et c'est peu être là le secret. En plaçant l'Atlantide juste au-delà du dernier repère connu, Platon s'assura que le mystère ne serait jamais clos. Il laissa place à l'émerveillement, aux explorateurs et à notre imagination. L'emplacement exact de l'Atlantide demeure inconnu, mais la carte commence aux colonnes, là où le mythe rencontre l'océan. Et au-delà s'étend l'horizon de l'imaginaire. Le grand empire insulaire, puissance, canaux et rois, imaginez une cité si vaste que ses rues scintillaient de métaux inconnus du monde, où des temples s'élevaient plus haut que tout ce que la Grèce connaissait, et où des rois régnaient non pas sur un village, mais sur un empire insulaire. Voilà l'Atlantide décrite par Platon, pas une humble communauté, mais un lieu de richesse et d'ambition sans pareil. Imaginez des anneaux de terre et de mer, traversés de canaux comme les veines d'un corps vivant. Atlantide, disait-il, était immense, plus grande que la Libye et l'Asie réunies. En son centre se dressait une citadelle, un palais-forteresse entouré d'anneaux concentriques de terre et d'eau. Des ponts les reliaient, des canaux menaient à la mer, et des navires passaient, chargés d'or, d'ivoire et d'épices. L'île vibrait comme un marché en perpétuel mouvement. Ses rois régnaient comme des dieux et prétendaient descendre d'eux. Atlas, fils de Poséidon, aurait été le premier roi, et ses descendants gouvernaient 10 régions. Liés par des lois sacrées gravées sur une stèle, ils juraient de s'honorer mutuellement et de respecter leur héritage divin. Pendant un temps, la paix régna. L'or et l'argent abondaient. Mais le plus étonnant était l'orichalque, un métal rougeâtre censé briller plus que le feu. Les temples et murailles en étaient recouverts, les navires décorés. Certains pensent que Platon l'inventa. D'autres y voient un alliage de cuivre et d'or. Quoi qu'il en soit, il devint le symbole de l'éclatante richesse de l'Atlantide. Mais l'Atlantide voulait plus que des richesses. Ses flottes s'étendirent à travers l'Europe et l'Afrique, imposant commerce, tribus et craintes. C'est là que l'arrogance s'installa. Nous verrons plus tard comment Athènes se dressa contre elle, un affrontement né de cette ambition grandissante. La cité elle-même était stupéfiante. En son cœur se dressait un immense temple dédié à Poséidon, recouvert de métaux précieux, son toit plaqué d'argent, ses pointes dorées. À l'intérieur se trouvait une statue gigantesque de Poséidon conduisant 6 chevaux ailés. Autour s'étendaient jardins, pistes de course et bains publics. L'Atlantide combinait la grandeur de Rome, la symétrie de la Perse et l'ingénierie de l'Égypte, tout cela en un lieu mythique. Au début, les rois régnaient avec équilibre, honorant les dieux, mais la richesse les fit glisser de la noblesse à la corruption. Les merveilles même qui définissaient l'Atlantide devinrent les graines de sa perte. L'avertissement de Platon est clair. La grandeur sans vertu ne dure pas. Pour l'instant, il suffit de s'émerveiller devant cette vision des navires bondés dans les ports, des canaux scintillant au soleil, des rois convaincus de dominer le monde. Qu'elle soit réelle ou allégorique, l'Atlantide demeure à la fois rêve
et avertissement. L'histoire de Platon n'était jamais seulement celle d'une cité, c'était celle d'un pouvoir à son apogée, éclatant, irrésistible, mais fragile. Et comme tous les empires, l'Atlantide s'avançait déjà vers sa chute. Athènes contre Atlantide. Un choc de civilisation, imaginez cela. Deux grandes civilisations face à face. L'une défend fièrement la liberté, l'autre est un vaste empire poussé par l'ambition. On dirait le scénario d'un film, mais c'est le récit que Platon fait d'Athènes et de l'Atlantide. Et il ne s'agissait pas seulement d'une guerre d'armée, c'était un affrontement de valeurs, un test entre vertu et arrogance. Platon décrit l'Atlantide comme riche, puissante et insatiable. Elle avait déjà conquis des terres en Europe et en Afrique, mais son ambition grandissait. Elle voulait Athènes. Petite comparée à l'Empire, Athènes refusa de plier. Elle ne fit pas que résister, elle riposta. Pour Platon, Athènes n'était pas une cité parmi d'autres. Dans ses dialogues, elle symbolisait la société idéale, disciplinée, juste et guidée par la raison. L'Atlantide, à l'inverse, était tombée dans la corruption. Voilà pourquoi cette bataille avait de l'importance. Elle ne portait pas sur un territoire, mais sur la justice contre la cupidité. Platon raconte l'Atlantide lançant flotte et armée, mais Athènes tint bon. Imaginez les mers couvertes de navires, les terres envahies par des guerriers, et pourtant Athènes resta debout. Contre toute attente, elle triompha. Les Athéniens, unis et courageux, combattaient pour la liberté, pas pour la conquête, et repoussèrent l'Atlantide. C'est l'histoire classique de David contre Goliath, la force morale vainquant la puissance matérielle. Et Platon voulait que ses lecteurs saisissent la leçon. Son récit n'était pas de l'histoire, mais de la philosophie enrobée de narration. Il montrait que la vertu fait tenir une cité, tandis que l'arrogance la détruit. Mais la victoire ne fut pas la fin. Peu après, l'Atlantide fut engloutie par la mer. Pour Platon, sa chute n'était pas qu'un désastre naturel, mais aussi le fruit de sa décadence morale. L'Atlantide tomba parce que sa grandeur s'était corrompue de l'intérieur. Platon présentait la guerre comme une mémoire ancestrale, presque un mythe patriotique, destiné à inspirer. Certains historiens pensent qu'il exagérait le rôle d'Athènes pour mieux appuyer son message. Il n'était pas historien, il voulait que l'on se demande « Qu'est-ce qui rend une cité véritablement forte ?» Et cette question reste intemporelle. Encore et encore, des empires s'élèvent et s'effondrent quand l'orgueil dépasse les valeurs. Encore et encore, de petites communautés résistent avec unité et conviction. Platon a enveloppé sa leçon dans un mythe, mais il reflétait l'histoire humaine. Si l'Atlantide symbolisait la corruption et Athènes la vertu, alors ce récit était aussi un avertissement. L'Athènes du temps de Platon n'était pas parfaite, il y voyait l'avidité et la politique minaient son cœur. À travers cette histoire, il exhortait sa cité à ne pas devenir l'Atlantide. Ainsi, la guerre entre Athènes et l'Atlantide n'est pas seulement une fresque dramatique de navires et de soldats, c'est une parabole, un avertissement, et peut être même une prophétie. Athènes triompha, mais l'ombre de l'Atlantide demeure, et la question glaçante persiste. Quand l'orgueil et le pouvoir deviennent trop grands, une civilisation peut-elle vraiment survivre? Les doutes de l'Antiquité, ce que pensaient vraiment Aristote et les autres, voici un retournement auquel on ne s'attend pas toujours tout le monde. Dans l'Antiquité, n'adhérait pas au récit de l'Atlantide. Certains des esprits les plus brillants, dont Aristote lui-même, ont regardé la grande histoire de Platon et ont haussé les épaules. Pour eux, l'Atlantide n'était pas de l'histoire, c'était de la philosophie enveloppée de mythes, et ce scepticisme, qui résonne depuis plus de 2000 ans, façonne encore notre façon d'en parler aujourd'hui. Commençons par Aristote, le célèbre élève de Platon. S'il y en avait un pour reprendre les histoires de son maître, c'était bien lui. Mais Aristote ne traita pas l'Atlantide comme un chapitre perdu de l'histoire. D'après des témoignages transmis plus tard,
il aurait balayé l'idée d'une phrase. Celui qui l'a inventée l'a détruite. Autrement dit, Platon l'a imaginée, puis l'a coulée dans la foulée. Une réplique sèche d'un des plus grands penseurs de l'histoire. Pourquoi une telle franchise? Souvenez-vous, Aristote abordait le monde par l'observation et la logique. Il aimait classer les plantes, les animaux, les phénomènes naturels. Pour lui, les récits étaient des outils, mais les faits comptaient avant tout. En entendant parler d'un empire immense qui aurait dominé la moitié du monde connu, puis disparu sous la mer en une seule journée, il a sans doute tiqué. Il n'y avait ni preuves, ni ruines, ni archives en dehors des dialogues de Platon. Pour Aristote, l'Atlantide relevait donc de la philosophie, pas de la réalité, et il n'était pas seul. D'autres penseurs de l'Antiquité ont traité l'histoire avec prudence. Strabon, le géographe, mentionne l'Atlantide, mais reste sceptique quant à son existence. Il pensait que Platon avait pu s'en servir comme allégorie, un drame moral plutôt qu'un récit littéral. Le philosophe Crantor, en revanche, un siècle après Platon, aurait affirmé que des archives égyptiennes confirmaient le récit. Mais ces archives, si elles ont existé, ont disparu depuis longtemps, sans possibilité de vérification. Le débat devint une joute de voix, sceptique contre croyant. Ce qui est fascinant, c'est que, déjà à l'époque, on débattait de l'Atlantide un peu comme aujourd'hui. Était-ce le souvenir d'événements réels? Un écho déformé de catastrophes comme l'éruption de Santorin? Ou simplement une fable habile pour illustrer l'idée de Platon sur l'ubris et la vertu, un thème que nous avons examiné de plus près. Aristote, terre à terre, penché pour la fable. Et honnêtement, peut-on lui en vouloir? Mettez-vous au IVe siècle avant Jésus-Christ. Vous vivez à Athènes, entouré de ruines de guerre bien réelles et de cités qui sont réellement tombées. Vous avez des cicatrices de bataille. Vous avez vu des empires s'effondrer, et l'on vous parle d'une île plus vaste que la Libye et l'Asie réunies, posée dans l'océan Atlantique, avec des palais d'or et des éléphants en liberté, balayés du jour au lendemain. Y croiriez-vous, ou mettriez-vous cela sur le compte d'une histoire bien tournée? C'est toute la difficulté. Platon n'écrivait pas des manuels d'histoire. Il composait des dialogues faits pour faire réfléchir. Timée et Critias ne sont pas des chroniques. Ce sont des scènes philosophiques où des personnages explorent des idées en discutant. Dans ce cadre, l'Atlantide pouvait n'être que le décor d'un message plus profond sur l'orgueil, la morale et les dangers d'un pouvoir sans frein. Aristote, pragmatique, l'avait compris et rejetait une lecture littérale. Il y a toutefois un autre angle. Certains critiques anciens doutaient peu. Être moins par preuve contraire que parce que le tableau paraissait trop grand, trop démesuré. Une cité de Cano, des rois descendants de Poséidon, une flotte menaçant Athènes, on dirait presque une épopée grecque, plus proche d'Homère que d'Hérodote. Et c'était peu être le but de Platon, écrire quelque chose de plus grand que nature pour forcer ses lecteurs à réfléchir au type de société qu'il voulait construire. Tous n'étaient pas sceptiques pour autant. Plus tard, certains néoplatoniciens, des siècles après Aristote, prirent l'Atlantide pour vrai. Ils pensaient que Platon n'aurait pas inventé un tel récit sans base réelle. Pour eux, les prétendues archives égyptiennes et le voyage de Solon dont nous avons parlé donnaient de la crédibilité. Mais puisque ces documents ne réapparurent jamais, les sceptiques gardèrent l'avantage. Ce qui rend ce vieux débat si captivant, c'est à quel point il nous paraît moderne. Aujourd'hui, scientifiques, archéologues et rêveurs se répartissent encore en deux camps. Certains fouillent les fonds marins avec sonar et submersibles, convaincus qu'une histoire bien réelle dort sous les vagues. D'autres, à la manière d'Aristote, secouent la tête et disent « L'Atlantide n'a jamais parlé de géographie, elle parlait de philosophie. » Et c'est là toute la beauté de la chose. Les doutes d'Aristote et des autres n'ont pas tué la légende de l'Atlantide. Ils lui ont donné des contours plus nets.
Le scepticisme a poussé les croyants à creuser, à chercher des liens, à entretenir la flamme de la curiosité. Cette tension entre la foi dans le récit et le doute sur sa réalité explique en partie pourquoi l'Atlantide n'a jamais sombré dans l'oubli. Ainsi, même si Aristote l'a écarté d'un geste, le monde n'était pas prêt à lâcher prise. Son doute n'a pas effacé le mystère, il l'a amplifié. Il a fait de l'Atlantide non seulement une histoire, mais une énigme. Une énigme que, aujourd'hui encore, nous essayons de résoudre. Perdue dans le temps, l'Atlantide disparaît de la mémoire pendant des siècles. C'est étrange à imaginer, mais pendant des siècles, presque personne ne parla de l'Atlantide. L'une des légendes les plus célèbres de l'histoire a tout simplement disparu. Imaginez quelque chose d'aussi grand qu'un continent entier glissé hors de la mémoire humaine, ne laissant qu'une faible trace dans les écrits d'un seul philosophe. C'est ce qui est arrivé à l'Atlantide après l'époque de Platon. Quand Platon a présenté l'histoire, les débats furent vifs. Certains y voyaient une allégorie morale, d'autres pensaient qu'elle pouvait renvoyer à un lieu réel. Mais au fil des générations, le récit s'est estompé. À l'époque d'Aristote, qui doutait ouvertement de l'histoire, l'Atlantide était déjà reléguée au rang d'invention. Ce scepticisme s'est répandu, et sans gardien pour entretenir la flamme, la légende s'est affadie. Le grand empire insulaire, avec ses canaux, ses rois et ses métaux étincelants, fut laissé derrière, comme un rêve abandonné. En partie, cet oubli s'explique par des raisons pratiques. Les auteurs et penseurs de l'Antiquité se concentraient sur les problèmes urgents de leur temps: guerre, politique, science et philosophie. Les écrits de Platon étaient étudiés, bien sûr, mais l'Atlantide n'était pas prioritaire. Ses idées sur la politique, l'âme et la nature du réel éclipsaient l'étrange histoire d'une île engloutie. On lisait Platon pour comprendre la justice et la cité, pas pour des empires perdus. L'Atlantide, pour la plupart, n'était qu'une note en marge. Puis vinrent l'essor et la chute des civilisations. Le monde grec laissa place à Rome, et Rome devint un immense empire. Pendant des siècles, des penseurs romains préservèrent certains textes grecs, mais eux aussi accordèrent peu d'attention à l'Atlantide. Ils s'intéressaient davantage à leur propre légende de Troie ou au mythe de leur dieu qu'à une histoire d'île dans l'Atlantique. Si l'on se souvenait de l'Atlantide, c'était parce qu'elle était nichée dans les dialogues de Platon, enfouie comme un joyau discret dans une montagne de philosophie. Avec le temps, le monde médiéval ajouta une couche d'oubli supplémentaire. L'Europe plongea dans des siècles où les textes antiques étaient rares, copiés seulement dans des monastères, souvent selon leurs valeurs religieuses. L'Atlantide n'était ni sacrée ni nécessaire, on la copia donc rarement et on en parla peu. La grande histoire d'un empire déchu s'enfonça plus loin encore, non pas dans la mer cette fois, mais dans les ombres de l'histoire. Mais voici le rebond. Même si l'Atlantide s'est effacée, elle n'a jamais complètement disparu. Elle restait là, en attente, dans les dialogues de Platon, comme un message secret attendant le bon moment pour être relu. De temps à autre, un érudit tombait dessus, mais cela ne se diffusait pas. C'était comme un murmure voyageant à travers les siècles, jamais assez fort pour tout bouleverser. Ce qui rend cet intervalle si fascinant, c'est son apparente totalité. Pendant presque 1000 ans, de l'Antiquité au Moyen Âge, il n'y eut aucune grande passion pour l'Atlantide. Pas d'expédition, pas de théorie extravagante, pas de grande peinture de cités englouties. Comparez cela aux époques suivantes, quand les explorateurs de la Renaissance s'emparèrent de l'histoire avec ferveur, imaginant la voir retrouvée dans les nouvelles terres au-delà de l'océan. Cette redécouverte parut d'autant plus intense qu'elle succédait à des siècles de silence. Réfléchissez-y. Si l'Atlantide avait toujours été au centre des discussions, son retour n'aurait pas eu le même impact quand explorateurs et rêveurs la ravivèrent. L'oubli a rendu la redécouverte plus puissante. Quand l'Atlantide rejaillit dans l'imagination, ce n'était pas juste un vieux récit. C'était un récit perdu, ressuscité, soudain vivant à nouveau.
Ce trou de mémoire lui donna une aura de mystère, comme si ce n'était pas seulement une histoire, mais un secret des anciens enfin révélé. Et c'est peu être pour cela que l'histoire résonne encore aujourd'hui. L'Atlantide ne parle pas seulement d'une civilisation qui s'est élevée puis effondrée. Elle parle de la manière dont les histoires elles-mêmes s'élèvent et retombent. Elles peuvent être célébrées, puis ignorées, puis renaître. En ce sens, l'Atlantide a vraiment été perdue dans le temps non seulement sous les vagues, mais aussi dans le silence de la mémoire humaine. Plus tard, quand nous parlerons de la Renaissance, vous verrez à quel point l'Atlantide est revenue soudainement et avec éclat. Pour l'instant, imaginez ces siècles où elle dormait tranquillement dans de vieux manuscrits, attendant que le monde s'y intéresse à nouveau. Un grand empire, jadis éblouissant, réduit à de l'encre sur du parchemin, survivant seulement en marge de la pensée humaine. L'Atlantide, oubliée par presque tous, était comme un fantôme flottant à travers l'histoire. Et quand elle revint enfin, ce fut plus fort, plus audacieux et plus envoûtant que jamais. La Renaissance à la Renaissance. Quand les explorateurs ont réinventé l'Atlantide, fermez les yeux un instant et imaginez l'Europe au XVe siècle. Le monde paraît plus vaste que jamais, et pourtant des zones entières de cartes restent blanches là où l'océan s'étend à l'infini. Des marins rentrent avec des récits de terres insoupçonnés, leurs navires remplis d'or et de plantes étranges. Dans ce tourbillon de découvertes, imaginez qu'on dépoussière une vieille légende pour la remettre au centre l'histoire de l'Atlantide. Soudain, elle ne ressemble plus à une simple parabole philosophique. Pour les esprits curieux de la Renaissance, l'Atlantide pouvait être réelle et, peut-être, ils étaient sur le point de la trouver. Le récit de Platon était resté en arrière-plan pendant des siècles, à moitié oublié par des érudits incertains entre mythes et métaphores. Mais quand l'Europe se mit à explorer les océans et à trébucher sur le Nouveau Monde, la légende reprit feu. Pensez-y, des explorateurs comme Christophe Colomb partirent vers l'ouest à travers des mers que nul Européen n'avait cartographiées, et que trouvèrent-ils ? Des terres plus vastes qu'ils ne l'imaginaient. Pour un monde qui redécouvrait Platon, cela ressemblait à un signe. Ces territoires inconnus pouvaient-ils être le continent perdu, décrit plus de 1000 ans auparavant? À la Renaissance, l'humanisme fleurissait. On se passionnait pour la sagesse de la Grèce et de Rome antique. Les bibliothèques se remplissaient de manuscrits retrouvés. Les savants débattaient les œuvres de Platon, et les artistes peignaient des mondes d'imagination et de découverte. L'Atlantide s'insérait parfaitement dans ce climat. Ce n'était pas qu'une vieille histoire, c'était une carte au trésor, une énigme non résolue qui pouvait faire passer des marins au rang de découvreurs légendaires. Et avec le Nouveau Monde en ligne de mire, le rapprochement était facile. Certains chuchotaient. Et si l'Amérique était l'Atlantide, ce n'était pas de simples ragots. Des auteurs et penseurs l'ont sérieusement proposé. Imaginez être l'un de ces premiers lecteurs européens, tenant un livre affirmant que les terres étranges de l'Atlantique n'étaient pas l'Asie, mais les vestiges d'un ancien empire. L'idée se propagea vite, car elle offrait une explication exaltante à l'inconnu. Plutôt que d'être de simples îles ou continents ignorés de l'Europe, ces terres pouvaient faire partie de la plus vieille légende de l'humanité. Ce qui rend la Renaissance unique, c'est sa soif de mêler mythes et découvertes. Les marins emportaient les mots de Platon dans leur esprit en franchissant des eaux périlleuses. Certains explorateurs décrivaient même des ruines, des structures étranges ou des peuples inaccoutumés qu'ils reliaient à l'Atlantide. Bien sûr, ces interprétations devaient souvent plus à l'imagination qu'à la réalité. Mais c'était là toute la magie. L'Atlantide devenait plus qu'une cité perdue. Elle symbolisait l'inexploré, la possibilité que passé et futur se rencontrent sur l'océan ouvert. Évidemment, il n'y avait pas que les marins. Philosophes, géographes et théologiens s'en mêlèrent. Descartes commencèrent à placer l'Atlantide, de manière spéculative, quelque part dans l'Atlantique, juste au-delà des colonnes d'Héraclès, ce que nous appelons le détroit de Gibraltar. Et souvenez-vous,
Platon lui-même pointait dans cette direction. Les penseurs de la Renaissance adoraient cette symétrie. Platon disait l'Ouest, les explorateurs naviguaient vers l'Ouest, et de nouvelles terres étaient découvertes à l'Ouest. Pour eux, les pièces du puzzle s'assemblaient trop bien pour être ignorées. Mais voici le contrepoint. Tout le monde n'était pas convaincu. Certains érudits rappelaient que Platon avait être inventé l'histoire comme allégorie. Pourtant, l'excitation de la découverte l'emportait souvent sur la prudence. Il était plus simple, et bien plus romantique, de croire que l'âge des découvertes était aussi celui où l'on redécouvrait le plus grand mystère de l'humanité. Cette tension entre doute et croyance, entre fait et imagination, maintint vivant le récit de l'Atlantide durant la Renaissance et au-delà. Avec le recul, il est fascinant de voir comment l'Atlantide fut à la fois mythe et miroir. Elle reflétait le rêve renaissant, un monde où le savoir perdu pouvait ressurgir, où la sagesse ancienne guidait l'audace moderne, et elle alimentait aussi l'ambition. Si l'Atlantide avait existé, ses trésors, son savoir et sa puissance pouvaient encore se trouver quelque part. On entend presque les murmures dans les cours royales. Financez ce voyage, et qui sait, vous ne trouverez pas seulement de l'or, vous dévoilerez peu être l'Atlantide elle-même. Cette résurgence renaissante a ouvert la voie à des siècles de spéculation. Dès lors, l'Atlantide ne fut plus seulement l'histoire de Platon, cachée dans des textes antiques. Elle entra dans le monde réel des explorations, liées aux cartes, aux voyages et aux rêves de découverte. Et à mesure que les explorateurs s'enfonçaient plus loin dans l'Atlantique, et au-delà, la frontière entre mythe et réalité s'est brouillée d'une façon qui résonne encore aujourd'hui. Car, une fois que l'on s'est mis à croire que l'Atlantide pouvait être trouvée, la quête n'a jamais vraiment cessé. Lien avec le Nouveau Monde. L'Amérique athée, elle était prise pour l'Atlantide. Fermez les yeux et imaginez l'âge des grandes découvertes. Nous sommes en l'an 1492. Christophe Colomb vient de traverser l'Atlantique, persuadé d'avoir atteint des îles aux confins de l'Asie. Mais si, pour certains en Europe, ces nouvelles terres n'étaient pas l'Asie, et si c'était quelque chose de plus ancien, murmuré depuis des siècles? Pour quelques-uns, la découverte des Amériques n'était pas qu'une affaire de route commerciale ou d'or, c'était la preuve qu'on avait enfin trouvé l'Atlantide. On comprend aisément pourquoi le rapprochement séduisait. Platon décrivait l'Atlantide comme une vaste terre au-delà des colonnes d'Héraclès, que nous appelons le détroit de Gibraltar. Il disait qu'elle était plus grande que la Libye et l'Asie réunies, avec des champs fertiles, d'immenses ressources et de puissants rois. Soudain, les Européens regardaient des continents dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence, débordant de fleuves, de forêts et de peuples. La ressemblance paraissait troublante. Était-ce le vestige du grand empire insulaire englouti par la mer? Des auteurs et penseurs de la Renaissance l'affirmèrent. Rappelez-vous, l'Atlantide avait quitté les discussions sérieuses pendant des siècles, avant de renaître avec la redécouverte des textes antiques. Désormais, des explorateurs naviguaient vers l'ouest et revenaient avec des récits d'animaux, de plantes et de civilisations inimaginées en Europe. Pour certains, on aurait dit que les dialogues de Platon prenaient vie. Si les Amériques n'étaient pas l'Atlantide, elles devaient bien y être liées d'une manière ou d'une autre. Parmi les premiers à formuler cette idée, le prêtre espagnol Bartolomé de las Casas se demanda si les peuples autochtones du Nouveau Monde n'étaient pas des descendants des Atlantes. Plus tard, d'autres allèrent plus loin. Au XVIIe siècle, le philosophe anglais Francis Bacon écrivit la Nouvelle Atlantide, une île imaginaire dans le Pacifique symbolisant une société idéale de science et de raison. Ce n'était pas l'Amérique à proprement parler, mais cela montrait combien la découverte de terres nouvelles et la légende de l'Atlantide se mêlaient dans l'imaginaire. Bien sûr, tout le monde n'adhérait pas. Certains soutenaient que les Amériques étaient beaucoup trop vastes pour correspondre à l'île unique décrite par Platon. D'autres faisaient remarquer que, chez Platon, l'Atlantide avait sombré en une seule journée et une seule nuit,
alors que ces continents étaient bel et bien émergés. Mais les ressemblances continuaient de titiller les esprits. Même la grandeur des empires aztèques et incas, leur richesse, leurs pyramides, leurs villes colossales rappelaient aux Européens l'éclat décrit par Platon. Voici cependant le revers. Relier les Amériques à l'Atlantide n'était pas qu'une curiosité, c'était aussi une histoire commode. Affirmer que le Nouveau Monde était l'Atlantide permettait aux Européens d'intégrer ces terres inconnues à leur tradition. Cela rendait l'étrange plus familier et donnait un sens de destinée, comme s'ils ne découvraient pas, mais redécouvraient. On imaginait que l'Atlantide avait été reliée à l'Ancien Monde. Dès lors, ces explorateurs pouvaient prétendre, d'une certaine manière, que les Amériques appartenaient depuis toujours à l'histoire et peu être à eux. Si l'on repense au message caché de Platon sur l'ubris et la vertu, cette réinterprétation frôle l'ironie. L'Atlantide devait servir d'avertissement contre l'arrogance et la cupidité. Et pourtant, en associant le Nouveau Monde à l'Atlantide, les Européens utilisèrent parfois ce récit pour justifier conquête, colonisation et domination. Ce que Platon entendait peu, être comme une mise en garde devint, entre leurs mains, un étendard de destinée. Les siècles suivants renforcèrent encore le lien. Des écrivains spéculèrent que des ruines mayas ou des routes incas étaient les restes d'une technologie atlante. Certains suggérèrent même que les peuples des Amériques avaient hérité de la sagesse de l'île perdue. Ces idées réapparaîtraient au XIXe et XXe siècle, quand la pseudo-archéologie foisonna d'hypothèses reliant l'Atlantide à tout, des Açores à l'Antarctique et, oui, de nouveau, aux Amériques. Malgré tout, la théorie « l'Amérique égale l'Atlantide » a un certain charme. Elle reflète notre besoin d'ancrer les découvertes dans des histoires que nous connaissons déjà. Face à quelque chose de trop nouveau, de trop étrange, nous nous tournons vers les mythes pour donner du sens. Pour l'Europe de la Renaissance, la légende d'une grande terre au-delà de la mer était trop parfaite pour être ignorée. Évidemment, la science moderne a clarifié les choses. Nous savons que les Amériques sont des continents avec leurs propres histoires profondes, des civilisations et des cultures qui ont grandi et décliné bien avant l'arrivée des Européens. L'Atlantide, telle que Platon l'a décrit, ne correspond pas en détail. Mais l'idée que l'on ait pu confondre le Nouveau Monde avec l'ancien mythe montre à quel point les récits sont puissants. Ils ne façonnent pas seulement notre vision du passé, ils peuvent remodeler notre perception du présent. Alors, l'Amérique athée, elle était prise pour l'Atlantide? Pour beaucoup à la Renaissance et au-delà, absolument. Le moment, la géographie et l'émerveillement de la découverte s'imbriquaient trop bien avec les mots de Platon. Et même si la théorie ne tient plus aujourd'hui, elle a marqué l'évolution de la légende. En poursuivant de nouvelles terres, des explorateurs ont cru trébucher sur le plus ancien mystère de tous. Et, d'une certaine manière, cette croyance a offert à l'Atlantide une seconde vie de l'autre côté de l'océan. La science entre en scène, l'océanographie et la géologie s'en mêlent. Pendant des siècles, l'histoire de l'Atlantide a vécu dans le monde des mythes, des légendes et des spéculations. C'était le genre de récit qu'on raconte au coin du feu, pas dans un laboratoire ni sur le pont d'un navire de recherche. Mais au XIXe et XXe siècle, quelque chose a changé. La science réelle, fondée sur des données, et une méthode a décidé d'entrer dans le mystère. Soudain, des océanographes, des géologues et des archéologues se sont demandé si le récit de Platon contient une part de vérité, pourrions-nous en trouver la preuve sur le plancher océanique? Et si oui, par où commencer? Le premier grand pas est venu de l'océanographie elle-même. À la fin du XIXe siècle, des navires comme le HMS Challenger ont commencé à cartographier les grands fonds. Pour la première fois, l'humanité entrevoyait ce qui se cachait sous les vagues, des chaînes de montagnes, d'immenses plaines et des fosses qui laissaient deviner un monde caché. Imaginez ces premiers scientifiques, sondant l'abîme avec des lignes plombées et découvrant que le fond de l'océan n'était pas plat du tout,
mais sculptés de paysages aussi spectaculaires que ceux de la terre ferme. Il n'a pas fallu longtemps pour que certains fassent le lien. Si des montagnes et des plateaux gisaient sous la mer, peut être qu'un continent perdu aussi. Au milieu du XXe siècle, la technologie a encore poussé la recherche. La cartographie par sonar, d'abord développée en temps de guerre pour détecter les sous-marins, est devenue un outil scientifique. D'un coup, on pouvait voir le relief du fond marin en détail, et chaque crête, étrange ou plateau sous-marin faisait chuchoter le nom d'Atlantide. Un exemple célèbre, la dorsale médio-atlantique, une gigantesque chaîne sous-marine qui court comme une colonne vertébrale au centre de l'Atlantique. Certains y ont vu les restes de l'empire insulaire de Platon. Mais les géologues l'ont vite expliqué autrement. C'était la preuve de la tectonique des plaques, ce lent et constant déplacement de la croûte terrestre. Fascinant, oui, mais pas l'Atlantide. Le rêve, pourtant, a persisté. Dans les années 1960, l'étude de l'expansion des fonds océaniques a révélé quelque chose de profond. Les continents ne sont pas fixes, ils dérivent. Des masses entières de terre peuvent se déplacer, entrer en collision ou s'enfoncer sur des millions d'années. Pour les passionnés d'Atlantide, cela sonnait comme une validation. Si les continents bougent, pourquoi l'un ne pourrait-il pas avoir disparu sous les vagues? Les géologues, toutefois, ont précisé. Des morceaux de croûte peuvent s'enfoncer, oui, mais il n'existe aucune preuve d'un continent de taille atlante qui se serait volatilisé dans un passé récent. Puis vint la volcanologie. En étudiant l'éruption de Santorin, un événement sur lequel nous reviendrons dans le mystère Minoan, les scientifiques ont compris à quel point l'activité volcanique pouvait ravager des civilisations insulaires. Une seule explosion peut rayer des villes de la carte, déclencher des tsunamis et assombrir le ciel de cendres. Le jour et la nuit de malheur de Platon auraient-ils été inspirés par le souvenir d'un tel désastre? La science répond que oui, c'est plausible, mais cela reste une catastrophe naturelle, pas la preuve d'un continent disparu. Les programmes de carottage océanique de la seconde moitié du XXe siècle ont ajouté une autre pièce au puzzle. En extrayant des carottes de sédiments du plancher marin, les scientifiques ont pu lire l'histoire de la Terre, couche après couche, comme les pages d'un livre. Ces carottes montrent clairement d'anciens changements climatiques, des tsunamis et même des impacts d'astéroïdes. Mais elles ne révèlent pas de traces d'un empire perdu sous la mer. Les couches racontent des processus naturels, pas des civilisations effacées. Et pourtant, la science n'a pas tué la légende, elle l'a rendue plus intéressante. Chaque découverte semblait faire écho à des fragments du récit de Platon, même indirectement. La tectonique expliquait les déplacements des continents. Les tsunamis et les volcans expliquaient des destructions soudaines. Les archives climatiques révélaient d'anciennes inondations, comme si la nature contenait des morceaux du mythe, sans jamais en livrer l'ensemble. Les expéditions modernes ont poussé la recherche encore plus loin. Des sous-marins, des robots télécommandés et des sonars haute résolution ont scanné les profondeurs de l'Atlantique, de la Méditerranée et d'ailleurs. On a trouvé des épaves, des cités submergées comme Pavlopétrie en Grèce, et des vestiges de villes côtières englouties par la montée des eaux. Voilà de vrais mondes perdus, même si aucun ne correspond exactement à l'Atlantide. Les scientifiques le rappellent souvent. Des civilisations ont bel et bien été noyées par le passé. Cette partie du récit de Platon n'a rien d'invraisemblable. Mais voici l'essentiel. La science distingue ce qui peut arriver de ce qui est arrivé. L'océanographie et la géologie nous montrent comment des îles peuvent s'affaisser, comment la mer peut monter, comment des catastrophes peuvent effacer des cités. Elles nous disent aussi qu'il n'existe aucun indice d'un continent de la taille décrite par Platon, disparu dans la période qu'il indique. Cela ne rend pas la légende vide de sens, cela en fait une énigme qui continue de fasciner rêveurs et sceptiques. Souvenez-vous de la catastrophe soudaine qui, chez Platon, détruit l'Atlantide. La science nous donne les outils pour imaginer ce que cela aurait pu être en réalité. Séisme, éruption,
inondations, tout cela existe et dévaste. Et en regardant vers les recherches modernes des fonds marins, dont nous parlerons plus tard, vous verrez comment ces outils scientifiques se heurtent sans cesse à l'imagination humaine. Au final, la science n'a pas résolu l'Atlantide, mais elle a transformé la quête. L'Atlantide n'est plus seulement un mythe raconté par des prêtres en Égypte ou des philosophes à Athènes. C'est une question qu'on met à l'épreuve de la géologie, de l'océanographie et de l'archéologie. Et c'est là une part de sa magie durable. Elle demeure à la lisière de nos connaissances. Nous tentons toujours de regarder plus loin sous la mer, en nous demandant quels secrets dorment sous les vagues. À la recherche des fonds marins, sonars, sous-marins et expéditions modernes, imaginez un océan à perte de vue, calme et scintillant sous le soleil. Mais sous cette surface s'étend un monde que nous ne voyons pas, des montagnes plus hautes que l'Everest, des vallées plus profondes que le Grand Canyon, et des mystères qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Si l'Atlantide a vraiment sombré, c'est là, dans ce monde caché, qu'elle attendrait. Voilà pourquoi, au XXe et XXIe siècle, la quête s'est déplacée des cartes et des mythes vers les machines. Pendant des siècles, on s'est fié à de vieux textes et à des spéculations audacieuses, pointant des îles ou des côtes en proclamant « l'Atlantide est ici ». Mais avec les progrès techniques, les explorateurs ont compris que, pour obtenir des réponses, il fallait descendre sous l'eau. C'est là qu'entre en scène le sonar. Mis au point au début du XXe siècle, il envoie des ondes sonores dans les profondeurs. Quand elles reviennent, elles dessinent le relief du fond marin. Pour la première fois de l'histoire, l'humanité pouvait cartographier les contours cachés de l'océan sans plonger. Les premiers relevés sonars ont révélé l'inattendu, d'immenses chaînes montagneuses, des dorsales, des fosses et des plaines. Certaines découvertes paraissaient presque trop parfaites pour les chasseurs d'Atlantide. Prenez la dorsale médio-atlantique, cette chaîne colossale qui court au milieu de l'Atlantique. Pour les croyants, elle ressemblait au reste d'un continent englouti, peut être l'épine dorsale de l'Atlantide. Les scientifiques ont, bien sûr, donné une autre explication. La dorsale est le fruit de la tectonique des plaques, là où se crée la nouvelle croûte océanique à mesure que les continents s'écartent. Mais les rêveurs n'étaient pas convaincus. À mesure que le sonar s'améliorait, les expéditions osaient davantage. Vers le milieu du XXe siècle, des sous-marins d'abord militaires, puis scientifiques ont plongé dans les abysses. Des submersibles comme Alvin, célèbres pour l'exploration de l'épave du Titanic, ont aussi parcouru l'Atlantique. Chaque plongée rapportait des images de créatures étranges, de sources hydrothermales et de paysages dignes d'une autre planète. Rien de tout cela ne confirmait l'Atlantide, mais l'étrangeté même du fond marin rendait facile d'imaginer une cité antique cachée quelque part, attendant d'être mise au jour. Et il n'y avait pas que la science pour entretenir la quête. Aventuriers, auteurs et équipes de télévision s'y sont mêlés. Certaines expéditions se sont concentrées sur les Açores, archipel de l'Atlantique qui pouvait passer pour les derniers sommets d'une terre noyée. D'autres ont regardé vers les Caraïbes, inspirés par des formations mystérieuses comme la route de Bimini, que les géologues expliqueraient plus tard par des processus naturels. Pourtant, l'idée qu'un sous-marin puisse tomber sur une colonne de marbre ou une statue renversée a continué d'alimenter les imaginaires. Souvenez-vous de l'époque où l'Amérique a été prise pour l'Atlantide. Le même esprit de réinterprétation réapparaît ici. Chaque ping de sonar, chaque plongée semblait offrir une chance de réécrire la légende. Et si Platon avait raison, et si nous étions sur le point de le prouver, la différence, c'est que les outils étaient désormais plus précis. Et l'océan un peu moins mystérieux à chaque scan. À la fin du XXe siècle, la cartographie satellitaire est entrée en jeu. Les satellites mesurent de minuscules variations du niveau de la mer causées par les reliefs sous-marins, produisant des cartes globales du plancher océanique. Elles ont montré à quel point la géographie cachée de la Terre est complexe. Et pourtant, encore une fois, aucune trace de l'Atlantide.
Pas de canaux concentriques bien nets, pas de ruines d'une vaste cité, juste la nature, vaste et indomptée. Cela n'a pas stoppé les expéditions. Aujourd'hui encore, explorateurs privés, équipes documentaires et projets académiques continuent de scanner, plonger et cartographier. En partie à cause de l'attrait de l'Atlantide, mais aussi parce que l'océan lui-même reste si peu connu. On dit même que Mars est mieux cartographié que nos propres fonds marins, de quoi laisser beaucoup de place au mystère. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont la frontière entre science et mythe se brouille. Un géologue peut traquer des preuves de plaques en mouvement, tandis qu'à ses côtés, quelqu'un espère voir les données révéler une ville perdue. Tous regardent le même écran de sonar, mais leurs imaginaires divergent. Peu est-ce pour cela que le récit perdure. Même si l'Atlantide n'est pas là, l'acte de chercher rend l'océan vivant de possibilités. Où cela nous laisse-t-il ? Grâce aux sous-marins, aux sonars et aux satellites, nous avons dévoilé des secrets stupéfiants des abysses. Nous avons vu des volcans sous-marins nourrir des écosystèmes entiers, découvert des épaves qui réécrivent l'histoire et cartographié des chaînes montagneuses cachées depuis des millions d'années. Quant à l'Atlantide, les preuves manquent toujours. Et pourtant, chaque nouvelle expédition porte la même étincelle. Et si, cette fois, nous la trouvions? Et si, derrière une dorsale de plus ou sous une fosse de plus, la légende se révélait vraie? C'est cette question qui pousse encore à lancer des impulsions sonars dans l'abîme et à descendre des sous-marins dans le noir. Tant que le fond des mers ne sera pas entièrement connu, l'Atlantide aura toujours un refuge où se cacher. Ce que montrent les preuves. Mythe contre réalité archéologique. Depuis plus de 2000 ans, l'Atlantide flotte entre deux mondes, celui de l'imagination et celui des preuves. D'un côté, nous avons le récit saisissant de Platon, celui d'un empire puissant détruit en une seule nuit. De l'autre, nous avons la science, l'archéologie et l'histoire des disciplines qui exigent des preuves gravées dans la pierre ou enfouies dans le sol. Alors, que se passe-t-il quand on confronte les deux? Les preuves confirment-elles le mythe ou celui-ci s'effondre-t-il sous le poids de la réalité? Commençons par la question la plus simple. A-t-on jamais trouvé une trace de l'Atlantide? La réponse courte est non. Malgré d'innombrables expéditions, relevés sonars et explorations sous-marines, aucune preuve définitive n'a révélé l'existence d'un continent englouti dans l'Atlantique, ni ailleurs correspondant à la description de Platon. L'océanographie, comme nous l'avons vu plus tôt, montre que le fond marin a été cartographié avec une précision remarquable. Chaînes de montagnes, fosses, plateaux volcaniques, tout est visible. Mais une masse terrestre disparue de la taille de la Libye et de l'Asie réunies, cela n'existe tout simplement pas. L'archéologie, elle aussi, apporte son éclairage. Les civilisations laissent des empreintes, tessons de poterie, outils, ossements, ruines, inscriptions. Même quand des villes sont détruites, comme Pompéi ou Troie, des fragments survivent pour nous parler. Si l'Atlantide avait été un empire réel, aussi avancée que Platon le décrit, elle aurait laissé des traces, des objets de commerce, des vestiges culturels, peut-être même des échos dans les récits d'autres peuples. Or, en dehors des dialogues de Platon, aucune source antique ne mentionne clairement l'Atlantide. Les archives égyptiennes censées être l'origine du récit via Solon restent muettes. Et ce silence en dit long. Mais cela ne veut pas dire que l'histoire est dénuée de fondement. Les preuves montrent que les civilisations anciennes ont bel et bien affronté des catastrophes réelles, étrangement proches de ce que Platon a décrit. Prenons l'éruption de Santorin, qui a dévasté la civilisation minoenne au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Les archéologues y ont retrouvé des villes entières ensevelies sous la cendre volcanique, des rues figées dans le temps, des fresques encore visibles sur les murs. Un rappel saisissant qu'une société entière peut s'effondrer brutalement, ces histoires se transformant en légendes.
Beaucoup pensent que cet événement a pu inspirer certains éléments du récit Atlante, transmis de génération en génération avant d'être remodelés par Platon en philosophie. Les mythes du déluge offrent une autre connexion. Presque toutes les cultures anciennes de la Mésopotamie à l'Inde, en passant par les Amériques, racontent de grandes inondations qui auraient anéanti des peuples. Les preuves archéologiques confirment que certains de ces récits renvoient à la montée des mers après la dernière ère glaciaire, quand les côtes ont reculé de manière spectaculaire. Imaginez, si des villages ont été engloutis, les survivants en auraient gardé mémoire, et au fil des siècles, ces souvenirs auraient pu grandir en récits de mondes entiers perdus sous les vagues. Ainsi, même si les preuves ne pointent pas vers l'Atlantide comme un empire réel, elles confirment les thèmes plus larges que Platon a tissés dans son histoire. Catastrophes naturelles, effondrements soudains, leçons morales sur l'orgueil, tout cela est ancré dans la réalité. L'archéologie nous montre sans cesse qu'aucune civilisation, aussi puissante soit-elle, n'est à l'abri du désastre. C'était peu être justement le message de Platon. Pourtant, l'absence de preuves n'a jamais empêché les recherches. La route de Bimini, aux Bahamas, les formations rocheuses étranges près des Açores, ou encore des structures submergées en Méditerranée, ont tour à tour été présentées comme des preuves. Mais un examen attentif des géologues révèle des formations naturelles, pas des ruines construites par l'homme. Les pierres s'alignent selon des schémas de fractures naturelles ou manquent des marques d'outils qu'on attendrait d'une construction. Une fois de plus, la science sépare l'espoir des faits. Et pourtant, voici ce qui est intéressant. Le simple fait de chercher l'Atlantide a mené à de vraies découvertes. En poursuivant un mythe, des explorateurs ont trouvé de véritables ruines sous-marines, des épaves et des cités oubliées. Des lieux comme Pavlopétrie en Grèce ou Héraclion en Égypte nous rappellent que la mer cache bel et bien des chapitres oubliés de l'histoire humaine. Ce ne sont peu, être pas l'Atlantide, mais ils prouvent que les légendes de mondes engloutis ne sont pas toujours pures inventions. Souvenez-vous de ce que nous avons vu plus tôt. L'océanographie et la géologie ont apporté les outils qui éclairent ce que montrent aujourd'hui les preuves. Les cartes sont plus précises, les archives archéologiques plus riches que jamais, et tout converge vers la même conclusion. L'Atlantide, tel que Platon l'a décrit, n'était pas un lieu historique, mais un récit philosophique. Pourtant, les éléments de cette histoire destruction soudaine, décadence morale, inondation, cité disparue sont bel et bien tissés dans le tissu de l'expérience humaine. En fin de compte, mythe et réalité ne s'opposent pas ici, ils s'entrelacent. L'Atlantide n'existe peu, être pas comme des ruines attendant d'être découvertes, mais elle existe comme un miroir des vérités que l'archéologie ne cesse de révéler. Les civilisations chutent, la nature peut tout balayer, et l'orgueil humain sème souvent sa propre perte. Peu, est-ce justement pour cela que la légende nous captive encore. Parce que même quand les preuves disent non, le mythe chuchote un « et si » nous poussant à nous demander quelles autres histoires dorment encore sous les vagues. L'Atlantide dans la pop culture, des comics aux conspirations, si vous avez déjà feuilleté une bande dessinée, regardé un film ou même traîné sur une vidéo conspirationniste en pleine nuit, il y a de grandes chances que vous soyez tombé sur l'Atlantide. Ce qui est fascinant, c'est qu'une histoire née dans quelques pages des dialogues de Platon est devenue l'un des mythes les plus recyclés et réinventés de tous les temps. L'Atlantide n'est plus seulement une légende, c'est un personnage, un décor, parfois même un avertissement intégré à la culture moderne. Commençons par les comics. L'Atlantide est devenue la demeure de super-héros, de Namor chez Marvel à Aquaman chez DC. Dans ces univers, l'Atlantide n'est pas une tragédie engloutie, mais un royaume florissant sous les vagues, rempli de technologies avancées et de guerriers en armures étincelantes. Le mythe devient alors une scène pour l'aventure, où l'imagination humaine joue avec le « et si ». Et si l'Atlantide avait survécu, et si son peuple n'avait jamais disparu, des millions de fans imaginent désormais l'Atlantide
non pas comme Platon la décrivait, mais comme une métropole sous-marine lumineuse peuplée de héros. Le cinéma a repris le flambeau. Vous l'avez vu dans Atlantide, l'empire perdu de Disney, où la cité repose sous l'océan, alimentée par des cristaux mystérieux et pleine de secrets à dévoiler. Hollywood adore l'Atlantide parce que c'est une ardoise vierge, un mythe avec juste assez de détails pour éveiller la curiosité, mais assez de zones d'ombre pour que les conteurs puissent inventer ce qu'ils veulent. Utopie, dystopie ou chasse au trésor. L'Atlantide s'adapte à tout. Mais au-delà des comics et du grand écran, l'Atlantide a aussi dérivé vers des eaux plus étranges, celles des théories du complot. Certains croient que les Atlantes étaient des visiteurs extraterrestres ayant transmis leur savoir aux premiers humains. D'autres affirment que des sociétés secrètes, comme les francs-maçons, protègent une sagesse atlante qui expliquerait tout, des pyramides à la science moderne. Et puis il y a ces émissions nocturnes ou recoins d'Internet où l'on suggère que les gouvernements ont déjà trouvé l'Atlantide, mais gardent le secret. L'histoire devient un terrain de jeu pour la spéculation, les demi-vérités et le frisson du savoir interdit. Ce qui est intéressant, c'est que ces versions populaires rappellent des revendications pseudo-archéologiques plus anciennes. Souvenez-vous, on a placé l'Atlantide en Antarctique, aux Açores ou même sous le Sahara. Ces théories manquaient de preuves, mais elles ont préparé le terrain pour les réinterprétations modernes. La pop culture n'a pas besoin de preuves, elle vit d'imagination. Quand l'Atlantide a atteint les comics et les films, la frontière entre histoire et fantaisie s'était déjà brouillée au point que cela n'avait plus vraiment d'importance. L'Atlantide apparaît aussi dans la musique, la littérature et les jeux vidéo. Des groupes écrivent des chansons sur la cité perdue, des romanciers la réinventent comme berceau de la magie, et les joueurs l'explorent dans des niveaux secrets remplis de trésors. À chaque nouvelle version, le mythe se transforme, reflétant l'air du temps. Au XXe siècle, l'Atlantide a été associée au mouvement spirituel, symbole d'une sagesse disparue. Aujourd'hui, on la retrouve souvent dans la science-fiction ou les dystopies, miroir de nos espoirs et peurs face à la technologie et au pouvoir. Et voici le plus fascinant. Toutes ces versions de la cité étincelante d'Aquaman au murmure de la radio nocturne remplissent la même fonction que le récit original de Platon. Elles suscitent la réflexion. Elles nous poussent à nous interroger sur l'équilibre entre grandeur et chute, entre ambition et humilité. Même dans ses formes les plus exagérées, l'Atlantide tire toujours sur les mêmes ficelles. Que se passe-t-il quand une civilisation devient trop puissante? Quel secret se cache sous la surface du monde? Et si notre histoire humaine n'était pas complète, bien sûr, les chercheurs rappellent que l'Atlantide de Platon était probablement une parabole morale, et non un compte-rendu historique. Mais la pop culture n'a pas pour but la certitude, elle vise la connexion. Le fait que l'Atlantide apparaisse sous tant de formes en dit plus sur nous que sur une île engloutie. Nous avons soif de mystère, nous aimons croire qu'il reste des chapitres cachés dans l'histoire humaine. Et d'une certaine manière, l'Atlantide nous autorise à rêver, à questionner, à imaginer. Quand nous parlerons de l'héritage durable de l'Atlantide, vous verrez que ces réinterprétations populaires expliquent en partie pourquoi le mythe ne meurt jamais. L'Atlantide survit parce que nous continuons à la remodeler, à la raconter à nouveau selon les besoins de chaque génération. Qu'elle soit dessinée à l'encre des comics, animée sur grand écran ou murmurée dans des cercles conspirationnistes, l'Atlantide nous rappelle toujours ce qui se trouve juste au-delà de notre portée, un monde à la fois perdu et retrouvé, aussi vivant dans notre imagination qu'il l'était dans les mots de Platon. Un héritage durable, mythe, avertissement ou civilisation perdue, et si je vous disais qu'une histoire racontée il y a plus de 2000 ans continue de nourrir des débats aujourd'hui, qu'un récit, né dans l'esprit d'un philosophe, a traversé les guerres, les renaissances, les révolutions et même l'ère d'Internet. L'Atlantide n'est pas qu'une vieille légende, c'est un écho culturel qui refuse de s'éteindre. Et la question qui nous obsède reste simple. Était-ce un mythe, un avertissement
ou le souvenir de quelque chose de réel. Revenons à Platon. Quand il décrit l'Atlantide, ce n'est pas dans une chronique poussiéreuse, mais dans un dialogue philosophique, presque une expérience de pensée habillée en récit. Il parle d'un empire puissant devenu arrogant, parti en guerre contre Athènes la vertueuse, puis englouti par la mer en une seule nuit et un seul jour. La leçon était claire, l'orgueil mène à la chute. Pour Platon, l'Atlantide n'était pas une question de géographie, mais de morale. Mais les histoires sont imprévisibles. Une fois lâchées, elles prennent leur propre vie. Avec le temps, les gens se sont demandé « Et si ce n'était pas qu'une allégorie ? Et si Platon transmettait un souvenir ancien ?» C'est là que commence vraiment l'endurance du mythe. Parce qu'à chaque ruine mystérieuse, à chaque pierre submergée, à chaque espace blanc sur une carte, l'Atlantide murmurait en arrière-plan. Souvenez-vous des explorateurs de la Renaissance qui, découvrant le Nouveau Monde, ont cru tomber sur l'Atlantide elle-même. Cette renaissance du mythe l'a liée à l'ère des découvertes et l'a fait perdurer pendant des siècles. Puis est venue l'ère moderne. Les scientifiques sont entrés en scène avec la géologie, l'océanographie et l'archéologie. Ils ont expliqué des formations naturelles comme la route de Bimini, montré comment les roches pouvaient se fracturer en motifs réguliers sans intervention humaine. Ils ont étudié des éruptions volcaniques comme celle de Santorin, qui auraient pu inspirer le récit de Platon sur une cité détruite par la mer. Et pourtant, même avec toutes les preuves pointant vers le mythe, les gens ont continué à vouloir y croire. Pourquoi ? Parce que l'Atlantide ne relevait pas seulement des faits mais de l'espoir, du mystère et de la possibilité de quelque chose de plus grand que nous. Regardez comment la pop culture l'a adopté. L'Atlantide est devenue un décor pour tout. Des cités de comics aux conspirations extraterrestres. Elle est apparue dans les romans, les films, les jeux vidéo, même dans les dessins animés du samedi matin. Chaque génération l'a réinventée à son image. Parfois utopie, cité parfaite de savoir et de technologie. Parfois avertissement, empire effondré nous rappelant de ne pas répéter ses erreurs. L'Atlantide est ce dont nous avions besoin à chaque époque, et c'est là toute sa magie. Mais il y a aussi un revers. L'histoire de l'Atlantide nous rappelle le danger de laisser le mythe trop brouiller les frontières avec la pseudo-archéologie. Depuis un siècle, d'innombrables personnes ont affirmé retrouver l'Atlantide, la plaçant en Antarctique, au Sahara et partout ailleurs. Ces théories ignorent souvent les preuves, parfois même au détriment du patrimoine culturel. C'est un rappel que si les histoires inspirent, elles peuvent aussi égarer quand l'imagination devance trop la raison. Platon voulait peu, nous avertir contre l'arrogance, mais il a aussi montré involontairement combien nous avons soif de vérité cachée. En même temps, la persistance de la légende révèle quelque chose de profondément humain. Nous ne voulons pas seulement des réponses, nous voulons du merveilleux. L'Atlantide nous offre les deux, une énigme et un rêve. Était-ce un souvenir de catastrophe réelle, comme l'éruption minoenne? Une allégorie de Platon déguisée en histoire, ou un mélange des deux, vérité et imagination entremêlées? Cette incertitude maintient la porte entr'ouverte, juste assez pour nourrir l'espoir. Et c'est peut être là le véritable héritage de l'Atlantide. Ce n'est pas qu'elle ait existé en pierre et en mortier, c'est la manière dont l'histoire existe en nous dans notre curiosité, notre prudence et notre quête constante de sens. L'Atlantide est un miroir, reflétant à la fois nos peurs de l'effondrement et notre nostalgie d'un âge d'or que nous pourrions peut-être reconstruire un jour. Alors, mythe, avertissement ou civilisation perdue? La réponse est probablement les trois à la fois. L'Atlantide est un mythe qui a façonné des siècles d'imaginaire, un avertissement contre les dangers de la cupidité et de l'orgueil, et peut être un écho lointain de catastrophes réelles qui ont secoué le monde antique. Mais surtout, elle perdure parce qu'elle nous rappelle la plus vieille question de l'humanité. Qui a-t-il au-delà de ce que nous savons? Et tant que cette question persistera,
la légende de l'Atlantide ne sombrera jamais.